Voilà, nos Facebook Live de la librairie Kléber Salle Blanche vont hélas s'arrêter. Nous y sommes depuis le 11 mai, donc je crois que nous en avons fait une centaine depuis 2 mois. Merci à tous les auteurs, les philosophes, les psychanalystes, les artistes, les chanteurs, Aline Martin et ses équipes. Et je remercie aussi Jean-Marc Collet, qui est le directeur éditorial des éditions de Vibration Éditions. On a souvent parlé avec lui pendant le confinement et l'après-confinement. On a fait beaucoup de présentations de ses livres, d'auteurs qui sont venus, de traducteurs, de comédiens. Et ce soir, c'est un moment assez exceptionnel cet après-midi, puisque nous sommes réunis autour d'un texte inédit avec une traduction sublime. C'est le Phèdre de Marina Tsvetaeva, dans une traduction de Florian Foutef, mais on va en parler très largement avec Jean-Marc. Alors d'abord, Vibration Édition, on en est où? Combienième livre et quelle année de création? Eh bien, le 13 juillet, nous célébrerons la 3e année achevée et on commencera la 4e. Donc la semaine prochaine? C'est ça, oui. Et combien de livres? On approche la trentaine. Trentaine de livres, donc un choix éditorial littéraire, oui. Difficile, oui. Des textes exigeants, une qualité de pagination, de papier, de mise en page, de couverture absolument exceptionnelle dans ce qui se fait actuellement dans l'édition, où il y a souvent des choses très bâclées. Donc vous vous distinguez complètement par le choix des titres et par le fond et la forme. Vous voulez tout de suite parler de Phèdre ou vous voulez... On peut dire que Vibration possède 4 collections, effectivement. 4 collections, dites-moi. Une collection de surfiction qui a été créée au mois de janvier de cette année. Oui. Une collection fiction qui existe maintenant depuis 3 ans avec du roman policier, du roman historique et puis de la littérature dite blanche. Oui. Romance. Et la collection de théâtre et la collection de poésie qui se subdivise en collection de poésie-théâtre contemporain et poésie-théâtre bilingue français-russe. Et avec un amour particulier de la langue russe, j'ai l'impression, oui. Et des auteurs russes. Et alors, comment on déniche cette Phèdre de Marina Tsvetaeva? Alors, la Phèdre de Marina Tsvetaeva avait été traduite chez Actes Sud en 91 par Jean-Pierre Morel et aujourd'hui était indisponible depuis déjà un grand moment et il était temps de la faire paraître de nouveau. Et puis le choix a été fait de faire appel à Florian Foutef qui a déjà traduit Eugène Onegin et donc aujourd'hui il nous livre une pièce magnifique qu'on va essayer de faire découvrir effectivement aux internautes et puis peut-être faire découvrir aussi de façon scandée la vie de Marina Tsvetaeva autour de la date de 1927 qui est la date de parution initiale d'écriture de ce texte, puisque rappelons-le, Marina Tsvetaeva a eu beaucoup de mal à se faire éditer en Russie soviétique jusqu'en 1966-68. Et en 68, c'était le premier texte français traduit, si je me souviens bien, par Elsa Triolet. Ah oui, Elsa Triolet. Donc voilà, elle a eu une vie tragique, comme on va le montrer. Elsa Triolet, qui était la sœur de Lily Brick, oui. Qui était l'amante ou la femme de Mayakovsky. L'amante de Mayakovsky. Oui, oui. Incroyable. Donc on retrouve les deux sœurs. Voilà, on retrouve les gens autour de la poésie russe. Alors qu'est-ce qu'on fait? On lit déjà? On parle un peu encore? Je crois qu'on peut commencer par rappeler que Phèdre est la demi-sœur du Minotaure. Donc elle a déjà un lourd fardeau à porter dans la comment dirais-je, tragédie grecque et dans la mythologie grecque. Et puis Hippolyte, qui est le personnage important aussi de cette pièce, subit comment on appelle ça, le courroux d'Aphrodite, parce qu'il s'est refusé à elle. Et donc toute la tragédie de Phèdre va tourner autour de ces deux personnages. Et bien évidemment Thésée, le mari et père, mari de l'une et père de l'autre, qui à la fin peut se croire trahi. Mais c'est ce que l'on va découvrir ensemble. Et est-ce qu'on a des notes de Tsvetaeva sur cette Phèdre? Est-ce qu'elle a lu d'autres Phèdres? Est-ce qu'elle a pu lire la Phèdre de Racine? Est-ce qu'on ne sait pas? Alors ça, je ne sais pas y répondre. Dans ses cahiers, dans ses journaux? Alors, c'est-à-dire que j'ai peut-être pas vu tout ça dans Vivre dans le feu de Todorov, qui a un magnifique texte pour découvrir ses écrits et ses carnets. Je pense qu'il faudrait écouter la vidéo que nous avons diffusée sur le site de la librairie Kléber, la vidéo de Florian Foutef, qui nous explique un peu la rime et puis l'origine de ce texte.
Donc on va commencer par une première lecture, le chœur des Éphèbes, dans le bois, Hippolyte entouré de ses amis. Au bois mystérieux, au grand, merveilleux espace, aux guerriers envieux d'un sort plus glorieux, la chasse. Louons Artémis pour l'ardeur, l'épuisement, pour ses pins, ses chaînes, bosquets éclipsant l'enfer par leurs ombres terrestres, et pour ces ruisseaux qui caressent ardemment. Louons Artémis pour ces lieux d'isolement sylvestre. Piège, frisson, danger ou buisson trop sombre, ou un cerf plutôt, non, c'est Callisto, son ombre. Louons Artémis pour les guets des torrents, la course poussée jusqu'à l'essoufflement le long d'un boisé précipice, comme si un cours d'eau printanier ruisselait. Louons Artémis pour ces folles et musclées délices. Quelle danse alliée, quoi? Souche ou sanglier, racine ou nœud de serpent? Nos bonds géants fascinent. Louons Artémis pour sa vue, pour son flair. On peut l'éveiller juste en respirant l'air. Ô brousse vigilante et sagace, ô lèvres avides dans un ruisseau clair, on peut devenir cerf poursuivant le cerf qu'on chasse. Soif et sueur, gibier dont l'odeur se glisse, torse, outre rempli des cris à la liche, jaillissent. Louons Artémis pour sa chaste fureur, pour ses joies trompeuses, ces sentiers trompeurs si vaines et la peine terrestre, dîner qui s'enfuit et nuit sans abri. Louons Artémis pour les espiègleries sylvestres. Fini la ferveur, repos et fraîcheur ouvertes, nos plaies sont lavées, le fauve est achevé, inerte. Louons Artémis pour les cornes, les crocs, pour l'ultime exploit d'un chasseur, d'un héros s'écriant, auquel branches et souches répondent, adoucis par les toisons des proies. Louons Artémis pour leur sang, pour la joie des mouches. Des femmes, aucun besoin aujourd'hui et demain, glorifions nos festins et cercles masculins. Des femmes, aucune envie. Non plus d'enfants chéris, gloire aux vierges vies, au fraternel esprit, toute une maisonnée, non. D'un bois, le gibier est notre destinée, d'Artémis, grand guerrier. Tel un cerf qui a peur, tu voles en galopant. Glorifions le coureur rapide et haletant. Oublie donc les chansons sur l'amour pour toujours. C'est un carcan, chantons un monde sans amour. Car le moindre désir, c'est du goudron bouillant. Se marier pour gémir, hymen n'est que tourment. Bois vert coteau, rivière fébrile, l'archer meurt trop tôt, l'époux vit tranquille, ni malheur, ni joie, lente mort confuse. L'orgueil suit sa voix, procréer, ça use. Chaque don, on vous l'enlève. Du chasseur, la vie est brève, la fleur est fraîche un instant. La flèche va moins rapidement. L'eau qui coule, ça menace. Le chasseur, on le pourchasse. Nuit, sentier, sommeil, partout, il se cache derrière tout. Les dieux qu'attire le courage et non pas un prêtre sage, brave. On quitte jeune la vie, comme la proie poursuivie. Les dieux aiment la jeunesse, pas l'emphase et ses finesses, chair de marbre, teint bistré de l'éphèbe préféré d'un dieu, plus que tes ménades. Les dieux aiment les bravades, plus qu'eux. Nous avons besoin d'être en marbre ancien, bois profond, arc d'un chasseur dans son antre ténébreux. D'Artémis, nul serviteur n'a pu tomber amoureux. Âge d'or, âge envoûtant du temps les plus reculés, d'Artémis, aucun enfant n'a choisi de convoler. Partout dans l'espace, et car le temps passe, chantons la déesse, l'amie des prouesses et de nos destins pleins d'aventures. Artémis, aux frisons de verdure. Louons l'immortelle en fables altières, chantons la jumelle du dieu des lumières. Comme un homme, elle est forte, intrépide, Artémis aux pas larges et rapides, toujours l'eau qui mousse,
fait moudre les graines, le laurier vert pousse, Pontos se déchaîne, elle est toujours dans nos cœurs d'argile. Artémis au cou long et gracile, au bout de ses peines, blessée on s'affaisse. Tant pis, hors d'haleine, chantons la déesse pour les femmes compagnes fidèles, Artémis, qui aux hommes est rebelle. Gloire à l'espace, dont elle est reine, là, chien qui chasse, là, une daine, là, se démène jour et nuit, bruissent derrière ses genoux les drapés qui frémissent, peignent, bandeaux, bracelets, transparaissent, courent, devancent son corps de déesse. Dans ses dédales, là, court près d'elle Callisto, pâle, nymphe fidèle avec son zèle, sa pudeur sombre. Artémis court devant sa propre ombre qu'au tournant, parfois elle abandonne, meneuse hardie qui ne mène personne, bonheur sans faille. Est-ce qu'on t'expose? Dans les broussailles, elle se repose. En retrait, vite, en palissade. Rangés, les arbres font une façade, derrière laquelle son corps nu s'abrite. Livré au cours d'eau qui se précipite, mort de fatigue. Torrent du temps disparaît. Lâche-nous! Les drapés n'attraperont pas ses genoux. Pudeur outrée, calme ton courroux sourd. L'ombre n'attrapera pas son corps qui court. On doit lutter toujours contre le temps. Son souffle devance les seins haletants. On doit courir toujours contre le temps. Son cou devance les cheveux flottants. L'oreille, l'écho, le poète, son temps, le cerf, sera attrapé pour autant par Artémis. Dans les brins verts, glorifiez Artémis, feuillage dense, cheveux d'Artémis dans les ramées, glorifiez Artémis, branches, non, jambes et bras d'Artémis, rien n'échappera au regard d'Artémis, dans chaque effort, la vigueur d'Artémis, dans l'herbe aussi, vénérée Artémis, racine noire, volonté d'Artémis, tempérament violent d'Artémis, ses rochers lisses, le cœur d'Artémis. Forêt fauve en rage, mugissent et se fâchent, chantons l'amour sage qui jamais n'entache du lys blanc la tunique intouchable, Artémis au cœur inexorable, envoie-nous ta flèche. Heure inéluctable, chantons la chair fraîche, la chair indomptable, que voient seules ces eaux silencieuses, Artémis qui s'emporte furieuse, là, dans les ombrages, le brouillard l'abrite. Que nos chants propagent la gloire d'Hippolyte au regard d'un beau cerf qui se sauve, redoutant Artémis comme un fauve. Sur ses lèvres fines, la flamme palpite. Un arc se dessine, chantons Hippolyte, cet ami d'Artémis qui s'obstine à fuir la beauté féminine. Le front très sévère, le flair d'un grand maître, Thésée et son père. Égée, son ancêtre. Il déteste les tendres Fredaines, sublimons ce héros de Trézène. Dans la liesse et dans l'ivresse, magnifions, levons-nous vers la candeur de la déesse de ce jeune solitaire, mais elle est aussi peu sociable que son Hippolyte insaisissable. Qui entend mieux, mieux regarde. Qui entend mieux, mieux regarde. Sous les buissons quand on dort, qui est plus que tous sans garde. Hippolyte, le plus fort, à personne jamais redevable. Hippolyte reste insaisissable. Sanglier, tremble, pleure d'aine. Qui a l'œil d'un prédateur? Qui atteint le but sans peine? Hippolyte, le meilleur. Nul ne fait de tels sauts remarquables. Hippolyte reste inégalable. Qui, à l'heure des prières, empourpré comme un flambeau, se recueille ardent, sincère? Hippolyte, le plus beau, toujours fier de son nom respectable. Hippolyte reste inépuisable. Le soleil, les femmes se lèvent et l'entourent en aguichant. Qui se refuse et qui rêve? Hippolyte, il est distant. Nul ne reste si imperturbable que ce jeune Hippolyte implacable. Ce sanglier est un festin. La ferveur a soif de vin. Hippolyte n'a pas faim. Hippolyte ne boit rien. Pourquoi, bien qu'il soit vainqueur dans cet acharné battu, Hippolyte a mal au cœur. Hippolyte est abattu. N'a-t-il pas pris par hasard pour des filles les biches des bois, les sangliers pour des renards, et nous pour les filles ou quoi? Viande grasse, fesse-toi, temps qui passe, trinque et vis. Dur jeune homme, mange et bois, chassé en lest, glorifie avec nous la jeunesse éphémère qui jamais ne revient en arrière. Vin enivrant, gibier friand, jeune, longtemps, songe. Hippolyte.
triste festin, arbre chagrin, morne destin, songe sombre, car celle qui pour moi éclipsait toutes les femmes, ma mère s'est glissée dans mon sommeil, car celle qui me hantait a hanté la maison qu'elle habitait. Autrefois, sa maison, maintenant. Ce n'est qu'une urne pour cendre d'antan, bien que la nuit fût assez éclairée. Je n'ai pas pu voir par où elle entrait. Je serai toujours sûr, comme aujourd'hui. Je l'ai juste entendu dire, je suis là. Comme d'un flot surgit un esquif. Elle apparaît, tel un spectre furtif, à travers dalles, ténèbres, remparts. Pas de visage, seulement le regard des yeux. Mais pas celui d'un soleil fort, de toute son âme, de tout son corps, le regard. C'est celui que sur leur flanc posent les biches, regard implorant, des mères mortes. L'armure, miroir, donne un visage au sinistre regard, tel un caillou qui dans l'eau fait des ronds, arc des sourcils qui rehausse le front. Des deux côtés, sous les lèvres serrées, sa fermeté, un arc prêt à tirer. Parle, entends-je un souffle puissant? Pas de parole, qu'un geste tranchant de la main. Foudre, mais sans grondement, sa main jaunâtre se lève hostilement vers le haut. Son linceul noir se déploie. Je sens la plaie que me montre son doigt. Soudainement, tout coule, tout se confond. Chers amis, est-ce une prémonition? Ma poitrine est la plaie d'un javelot? Pas de parole, le sang coule à flot, par terre et sur mes bras, partout sur moi, qui, gisant, épuisé, revoit son doigt, planer toujours plus haut comme s'il volait, puis toucher ma bouche qu'il va sceller, pour les mots maternels, ou pour les miens, de la fumée. Et on ne voit plus rien, tout autour, il n'y a rien entre mes doigts, plus de corps, seul un linceul qui ondoie. De la vapeur que j'étreins, tout s'évapore à l'instant, sous la main, avide. Oui, c'est vrai que c'est un texte incroyable. Ouais. Incroyable. Alors je propose, cher François, qu'on visite un petit peu rapidement, hein, mais pas trop en détail, la vie de Marina, qui est née en 1892, dans une famille assez bourgeoise, cossue. Elle a une éducation de jeune fille très bien élevée, piano, musique en général. Sa mère était musicienne et son père était historien. Son père lui-même avait déjà eu un premier mariage et deux enfants. Et au moment des héritages, il sera question de partager tous ses biens, ce qui ne facilitera pas, justement, on va le voir, la vie de Marina. Marina, très très tôt, s'enthousiasme pour la poésie. Elle ne veut pas devenir pianiste comme sa mère voudrait faire d'elle, parce qu'elle n'a pas pu avoir le succès qu'elle espérait, une histoire habituelle. Elle a aussi une sœur qui s'appelle Anastasia, et puis elle lit beaucoup, elle lit les poètes européens. Elle a la chance de pouvoir faire en 1903 des études en pensionnat à Lausanne. Puis l'année suivante, elle sera installée à Fribourg. Voilà. C'est une jeune femme en fait qui est excessivement romantique. Elle est amoureuse dès qu'elle a l'âge de l'être. Elle est amoureuse de tous les hommes qu'elle va rencontrer, mais c'est un amour très particulier qu'on appellerait aujourd'hui platonique, même si évidemment parfois il y aura des échanges de baisers, chaste. Voilà. Elle va beaucoup voyager. En plus, c'est une femme qui a eu la chance de beaucoup voyager avant la révolution soviétique, enfin bolchevique. Et ensuite, ça va être des voyages contraints, alors que avant 1917, ce sont des voyages d'agrément, Côte d'Azur, l'Italie, la France, ces choses-là. Elle va rencontrer en 1917, si je ne me trompe pas, Sergueï Efron, dont elle va tomber éperdument amoureuse, parce qu'il a une personnalité très particulière, une sorte de garçon un peu perdu, et elle va y jeter tout son romantisme, et donc elle décidera à cet âge-là, à 16 ans, de ne plus jamais le quitter. Mais la vie, cruelle, va lui réserver de très tristes surprises. Les pas des amants désunis. Voilà. Elle va avoir
Elle va avoir donc une enfant. Alors j'ai dit une bêtise, c'est en 1912 qu'elle se marie avec... la fille, oui, qui a écrit sur sa mère, non? Alors, elle va avoir deux filles. Une petite, une première qui s'appelle Arianna, et ensuite elle aura Irina. Et c'est Arianna qui va écrire et voilà, plus tard, sur sa mère. Oui, et qui sera en fait la turiféraire de ses écrits. Absolument. Alors donc, elle épouse Ephron, ils partent en voyage de noces en Italie, en France, en Allemagne, et ils ont donc, leur premier enfant, Arianna. Elle va faire une rencontre en 1916 qui va, je dirais, confirmer son goût pour la poésie, qui est la rencontre avec Ossip Mandelstam. Là, c'est pour elle, c'est important. En 1917, elle aura sa deuxième fille. En 1917, c'est donc la révolution dont on a parlé tout à l'heure, et c'est l'engagement du jeune Sergueï pour le front. Et surtout, il va se porter volontaire pour rejoindre les troupes du Don du général Wrangel, donc les forces blanches. Évidemment, tout à l'opposé de ce qui se trame à Saint-Pétersbourg et à Moscou. 1917 jusqu'en 1919, elle n'a plus de nouvelles de son époux et elle n'a plus de ressources. Et elle se retrouve à devoir placer ses deux filles dans un orphelinat, où bien sûr les conditions d'existence des enfants sont redoutablement difficiles, rudes, et en fait la petite Irina va mourir de faim en 1920. Voilà. Donc on voit déjà un événement majeur, c'est le mari qu'elle voulait ne pas quitter, qui disparaît de son champ, et sa fille, sa deuxième fille, qui meurt en fait de faim. Et en plus, en novembre 1920, le général Wrangel est battu, est en déroute, et elle n'a plus aucune nouvelle de son époux. Elle ne sait pas s'il est mort, s'il est vivant, et elle va devoir patienter un petit moment avant d'en avoir. En 1921, elle est invitée à une soirée rencontre littéraire, comme on fait ce soir, et elle va avoir la mauvaise idée de lire Le Camp des Cygnes, qui est un poème à la gloire des Blancs, des Russes blancs. Et là, évidemment, il y a un grand malaise, parce que la police politique est quand même toujours présente, et elle va devoir s'exiler. En 1922, elle a la chance d'apprendre par Arenbourg que son mari n'est pas mort et qu'il se trouverait à Prague. Donc elle va tout faire pour obtenir un visa, qu'elle obtiendra en mai 22, et elle va partir ensuite et rejoindre son époux à Berlin, puis Prague. Ils se retrouvent, en 1925, ils vont avoir un petit garçon qui s'appellera Georges, et puis en novembre 25, ils vont en fait partir à Paris et s'installer à Paris. Malheureusement, les conditions de vie vont se dégrader, ils ne sont pas tout à fait bien accueillis dans la communauté des Blancs et des Russes blancs, et ils vont devoir partir en Vendée, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où la vie ne s'améliore pas beaucoup, à part, même s'il y a l'aide de certaines amies pour essayer de les faire vivre. Et parce qu'il y aura eu une subvention d'une amie dont je n'ai pas retenu le nom, ils vont revenir à Paris, à Meudon exactement. Et parallèlement à cette vie qui s'appauvrit, Marina Tsvetaeva va essayer de proposer ses écrits nombreux à des éditeurs français, russes, blancs, et en fait aucun ne répond favorablement parce que son écriture, et on vient de l'entendre, son écriture elle fait référence à des choses qui ne sont pas dans l'air du temps, elle fait référence à des mythes, aux paysages russes, à quelque chose qui en fait n'est pas tout à fait parlant pour le monde littéraire et éditorial de Paris. Voilà. Et du coup, cette pièce de théâtre qu'on vient de commencer à lire et qu'on va pouvoir poursuivre, elle est achevée en 1927. Et c'est maintenant qu'on fait un bond à la page 151. Absolument. 151. Qui est-ce? Roi, si je le nomme, tout dans ton royaume partira en flammes. La chair de ta femme rebougera vivante. Une ombre errante? Non. Ce voleur traîne. Non, ce voleur traîne là dans tes domaines. Sous ton toit, il erre. Il est ta lumière, ta gloire. Tu l'aimes. Mon fils. Non. Lui-même. Un fils que j'appelle chien maintenant. Son œuvre, c'est elle. Où est-il? J'attends. Ce palefrin, les chiennes. Il tète. Il est bien. Autour d'elle, il traîne.
ayant pris ce qui est tien. Père Poséidon, aïeul océan, noir comme le goudron corbeau, angoissant, vieux, que j'ai connu jeune et éblouissant, l'as-tu reconnu ce lionceau? L'enfant, pas du tout, eh bien, prince grimaçant, sur tes flots, reviens en arrière, 30 ans, toujours je t'entends, appelle-moi, je viens, c'était ton serment, Dieu, tu t'en souviens? Père Poséidon, aïeul, œil perçant, honte à ma maison, foyer accablant, honneur bafoué, pire qu'un assassin, ce fils m'a voué au pire des destins. Prince silencieux, effrayant et fier, maître, audacieux des fleuves et des mers, tu m'as épaulé quand je vacillais, prince, fais trembler la terre sous ses pieds, brise son destin, ne le lâche pas, traque ce petit chien jusqu'à son trépas gouffre noir, met fin à son grand galop sur l'ardu chemin vers l'enfer des flots, que dans sa détresse il crève minable, que les chiens dépècent son corps exécrable. C'est... Et on peut remercier donc Florian Boutet pour cette magnifique traduction très forte. Alors, avant de reprendre le cours de la vie de Marina, citons une phrase qu'elle a dite, qu'elle a écrite. « Je ne connais pas de femme plus douée que moi en matière de poésie. » Elle s'estimait beaucoup parce qu'elle avait conscience d'écrire des choses qui étaient très puissantes et peut-être pas toujours accessibles à ses lecteurs. Alors, elle fait une rencontre également en 1928. Elle va assister à Paris, au Café Voltaire, à une lecture de Maïakovski. Donc ça, c'est pour elle un moment important. Sachant que Maïakovski ne l'appréciait pas beaucoup parce qu'il trouvait que c'était trop féminin et peut-être même parfois indécent, ce qu'elle racontait. Mais elle avouait quand même un certain respect pour lui. Alors en 1932, la situation va quand même se dégrader de nouveau à Meudon. Et ils cherchent des ressources pour survivre un peu partout. Et c'est en 1933, en mars 1933, que le début de la fin, si on me permet ce vilain mot, débute. Parce que Sergueï Efron va être démarché par les services secrets soviétiques et il va commencer à, contre émolument, à travailler pour le NKVD et à mener des actions clandestines, parfois même meurtrières. Cependant, la vie va s'améliorer, le train de vie va s'améliorer dès 1934, puisqu'il y a des revenus qui sont payés par le NKVD. Marina va retrouver un peu sa vie bourgeoise de jeune fille, donc elle va pouvoir retourner sur la Côte d'Azur avec son fils. Voilà, elle reprend, elle s'épanouit. Sa fille a fait des études à l'école du Louvre, mais elle ne rêve que d'une chose, c'est de partir en Union soviétique. Et c'est ce qu'elle fera, d'ailleurs, Arianna, en 1937, elle sera autorisée à s'y rendre, parce qu'elle a peu à peu travaillé avec son père, aidé son père dans ses activités subversives et souterraines. L'événement de trop, 4 septembre 1937. Il y a l'assassinat à Lausanne de Ignace Poretsky, et l'enquête qui est menée mène à Sergueï. L'URSS décide de l'exfiltrer et donc il quittera Paris en octobre 1937. Évidemment, Marina reste seule avec le garçon, puisque Arianna est partie en Russie, et elle est seule de 1937 jusqu'en juin 1939, où va enfin obtenir l'autorisation de rejoindre son époux en Russie. Elle est de nouveau seule, loin de cet homme qu'elle avait décidé de ne plus jamais quitter le jour de son mariage, et là encore un revers de la vie. Et elle retrouvera donc Moscou le 18 juin 1939. Et c'est l'époque, le bruissement des bottes, le claquement des bottes sur les trottoirs. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, face à la guerre qui s'ouvre, le régime soviétique va se durcir et son époux, Sergueï, va se retrouver dans ce qu'on appelle une maison de repos, qui est en fait une première étape avant exécution. En juillet 1939, alors donc Marina vient d'arriver un mois avant, en juillet 1939, sa fille Arianna est arrêtée, torturée, doit faire l'aveu du contre-espionnage, des activités du contre-espionnage de son père. Elle est bien obligée, puisqu'elle va se faire enlever les ongles, on a toujours tendance à avouer tout ce qu'on veut. Et donc son père sera arrêté en octobre.
La guerre débute le 22 juin 1941. Les nazis commencent l'invasion de l'Union soviétique. Et donc, elle va devoir, Marina, qui ne voit plus son mari et qui ne voit plus sa fille, va devoir partir du côté de Kazan, dans les environs, dans une ferme. Et elle va devoir faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait jusque-là, travailler. Oui. Voilà. Donc elle est obligée d'abandonner l'écriture, qui est sa vraie vocation, son unique vocation. Et elle se retrouve dans un village qui s'appelle Yelabuga. Et c'est là que, face à toute cette désespérance, face à tout ce qui s'est produit dans son existence, face au fait qu'elle n'ait plus sa fille, elle n'a plus son mari, elle n'a plus de revenus, elle n'a plus rien. Elle est méprisée par les éditeurs et autorités soviétiques. Elle va se pendre le 31 août 1941. Triste sort. Son mari est fusillé en octobre 41. Son fils va mourir au combat en Lettonie en 44. Et seule sa fille reviendra du goulag en mars 53 à la mort de Staline. Donc c'est vraiment une vie brisée, un héritage détruit, un lignage détruit, c'est ça. Et à partir de 1966 en Union soviétique, puisque c'est la période du dégel, Khrouchtchev, Brejnev, c'est une période qui est un peu apaisée, où on va pouvoir de nouveau publier des choses qui étaient auparavant interdites. On pense à Brodsky notamment. Elle va être publiée en 66, donc, et elle sera, comme je l'ai dit tout à l'heure, traduite en français en 68. Voilà. Et sa fille, Arianna, va tout faire, une fois qu'elle aura été libérée en 53 du goulag, tout faire pour collecter toutes les œuvres, tous les carnets, tout ce qui a été écrit par sa mère, pour raviver la flamme de son existence. Alors, son écriture, avant de lire un dernier passage de Phèdre, son écriture, c'est tout à fait le contre-pied du XXe siècle. Au XXe siècle, on rejette le vers, on rejette la rime, on détruit tout, enfin, faut tout reconstruire. Elle assume la rime, l'enjambement, les contraccents, les tirets excessifs, comme on peut le voir dans son texte. Elle va contre le cours du temps. Elle ne s'affiche pas dans une mode, en fait. Voilà ce qu'on peut en dire. Est-ce que c'est bien elle qui participe à cette correspondance à Troyes? Oui, avec... C'était Pasternak, oui, parce Rilke. C'est ça. Elle est très proche de Pasternak à ce moment-là. Alors, elle a été très proche de Pasternak, parce qu'elle était amoureuse de Pasternak, et puis un beau jour, elle le reverra. Il y a eu une histoire entre eux. Alors, je crois que c'était une sorte platonique, en fait. Platonique. Oui. En tout cas, je sais que dans sa correspondance à Troyes, qui est sublime, elle a très envie de faire rencontrer Rilke à Pasternak, et elle est très amoureuse de Rilke aussi. Alors, il va mourir très peu de temps après le début de la correspondance. Très peu de temps après. Et je me rappelle qu'elle écrit un moment dans la correspondance « Cher monsieur Rilke, je me promenais le long de la mer aujourd'hui et la mer, c'était vous ». C'est un truc incroyable. Elle est toujours très, très platonique, romantique, comme ça. C'est ce qu'on a dit au début, elle est excessivement romantique, mais toute son existence est ancrée dans un romantisme qui n'est jamais assouvi, enfin qui est inaccessible. Alors je crois qu'on peut terminer dans le quatrième, parce qu'on n'a pas dit comment était constitué. J'ai oublié de le dire. Oui, c'est de ma faute. Il faut le dire que, en fait, Phèdre est organisé en 4 actes. Le premier est la rencontre, puis le secret, puis l'aveu, et enfin l'arbre qui sert à la pendaison de Phèdre. Donc on va retrouver Phèdre au moment, enfin on va retrouver pas Phèdre parce qu'elle est morte, elle vient de se pendre, et on va retrouver Thésée et la nourrice. Quand Thésée rentre dans son palais et tout le monde est silencieux, personne n'ose lui annoncer cette terrible nouvelle. Et la nourrice, elle va se faire un plaisir, le plaisir de le faire. Donc François, Thésée, c'est à vous. C'est écrit en secret. De Phèdre, d'elle. Brûlé, mots, signes, cauchemar, délire, c'est elle qui signe. Cela veut dire... Quelle horreur! Il est honnête. Il est pur. Là, on disculpe Hippolyte, c'est sûr. Phèdre le fait de sa propre main. C'est une tablette d'or, c'est certain. C'est le triomphe de la vertu. Pourquoi chevaux, dieux, femmes têtues, honnêteté tristement couronnée? Que celle-là soit maudite et damnée, forgerons, moissonneurs, tous arrêtés, fils glorifiés, épouses éhontées.
Neige et goudron noir, résine et sel, passion brûlante et amour paternel, c'est parce qu'il est si haut qu'elle est si bas. Tablette, poignard dans mon cœur qui bat, ma poitrine se brise en deux, à lui l'honneur, à elle sort hideux. C'est parce qu'il est si pur qu'elle est souillée. Cauchemar, fils bien-aimé, femme dévoyée, sa noirceur est... À quoi bon au ciel mélanges-tu le goudron et le miel dans le même pot? Tu aimais la froideur de mon fils et la lascive sueur de Phèdre. C'est le cou, c'est le doigt d'Aphrodite. Oh mon fils, pardonne-moi, moi le vieux. Dans ces roseaux, je perçois la haine d'Aphrodite. À Phèdre. Et elle? Et toi? Tu ne vaux même pas le petit doigt d'Hippolyte? Ah, elle est pure, mon roi. Branche, taureau, cadavre, mort, champ sépulcraux, qui a eu tort? Ce sont ses mains, ses lèvres aussi. Ce tort est mien, leurs tombes aussi. Le jeune effraie le vieux voûté. Je murmurais, je promettais, je l'attisais. Son fils. Alors, il faut oser. J'ai tous les torts. Jeune, quel miel, quel doux frisson. Vieux, c'est l'appel des tentations. Celle de la chair. Phèdre, vainement, Phèdre s'éclaire. Moi, c'est le vent. Je chuchotais. C'est mon métier. Phèdre luttait, je réessayais. Beau rossignol, tu le surprends? Phèdre l'envole et moi le vent. Rien d'autre que son vieil époux, elle ne désirait, n'espérait plus, la belle. Sur le droit chemin, pure et naïve, elle avançait sans œillade furtive, que ce soit à droite ou à gauche. Un lit glacial, un vieux mari moche, ses habitudes de veuf et de père. Tout pourrissait dans ce train-train austère. Jamais sur rien son regard ne se pose, même pas sur un petit œillet de rose. Elle ne voit rien, sauf sa jatte en argile. Et elle aurait péri, morne, tranquille, s'il n'y avait pas eu mon ombre envahissante, mes manigances, ma voix bourdonnante, et moi, déjà chauve, vieilles et en harde, aucun regard sur moi ne s'attarde, même un galeux lui-même, il m'évite. Les bons plats restent, car mes dents s'effritent. Même édentée, toute bouche est lascive. Je n'ai plus mes dents, mais j'ai la salive. J'ai la mémoire, mais ma gueule est vide. Que les dents d'une autre au moins grignotent, mémoire sans fond, mâchoire avide. Que les seins d'une autre au moins tremblotent. Moi, j'ai vécu. Mais toi, fesse-toi, vieillard cocu. Tiens, venge-toi, frappe-moi, tiens, dans ton émoi, sache et retiens, les dieux, c'est moi. Tais-toi, quelle horreur! Mes mots vont tarir avec ma noirceur. Je vais te blanchir. Dors, ma chère, il bruit le myrte. Je suis plus noir que la suie. Toi, blanche inouïe, roi. Frappe-moi, oui. Ma mort sera belle. Et pourquoi, sorcière? À quoi bon, maquerelle, vieille imbécile? Tu crois que ton havre est au-dessus des sanglots, des cadavres? Il y a des monts, des vallons dans ce monde, et des hauteurs et des mers très profondes, des avalanches qui tombent sans cesse. Il y a des dieux, et il y a des déesses. Branches de Phèdre, chevaux d'Hippolyte, tu crois? Ce sont tes intrigues maudites. Tu es l'outil. Les dieux se déchaînent grâce à toi en querelles anciennes, sueur de Phèdre, écume d'Hippolyte, tu n'y es pour rien, vieil hypocrite coup du destin qui est inéluctable. Tous innocents. Il n'y a pas de coupable. N'arrache pas tes cheveux longs qui tombent, l'amour de Phèdre payé par sa tombe, sa passion pour mon enfant Hippolyte, cet amour, c'est le courroux d'Aphrodite. C'est de Naxos, le jardin en détresse, qui a toujours outragé la déesse.
ma faute est châtiée par sa vieille rage. Éclair nouveau, mais du même nuage. Là où les branches du myrte gémissent, que leurs deux tombes en une s'unissent, pour qu'ils s'enlacent et jamais ne se quittent. Les ossements de Phèdre et d'Hippolyte. Voilà. Marina Tsvetaeva, Phèdre, qui paraît Le 15 juillet. le 15 juillet, que vous trouverez donc évidemment à la librairie Kléber, au rez-de-chaussée Orient Théâtre, en critique littéraire. Phèdre, Vibration Édition. Merci Jean-Marc Collet.